Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Nous vivons des temps difficiles où se profile une crise alimentaire mondiale. Les Nations Unies n'ont pas manqué de le rappeler le 16 octobre dernier à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. L'ONU a appelé à redoubler d'efforts dans la lutte contre la faim sous le cri de ralliement, ne laisser personne de côté. Au moment où la sécurité alimentaire mondiale se détériore chaque jour un peu plus et que selon des chiffres de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le nombre de personnes gravement menacées par la faim explose en Asie et en Afrique. Et pour parler des enjeux de la sécurité et de la souveraineté alimentaire et de la sécurité de l'eau, nous avons le plaisir renouvelé de recevoir ce soir sur notre plateau M. Amin Aridi, expert international en diplomatie et en souveraineté, qui a participé récemment en tant qu'invité d'honneur à la Journée mondiale de la sécurité alimentaire dans la capitale italienne Rome, qui a donné une conférence sous l'égide de la FAO. À ce sujet, Monsieur Laridi, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous rentrez tout juste d'Italie. Tout à fait, et absolument. vous nous avez fait le plaisir de venir honneur, malgré la vraiment, fatigue. madame, sincèrement. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes rentré de mission et vous avez donné une conférence au Teatro Basilica. C'est une conférence très intéressante, mais vous avez tenu à rendre des hommages. Absolument. Plusieurs. Absolument. Un hommage aux femmes, et puis un autre à une personnalité, Luca Ontanazio. Absolument. Qui est ce monsieur? Alors déjà, en fait, je vous remercie encore une fois en fait, pour tout l'intérêt que vous portez à ce sujet qui est tellement important, qui est la sécurité alimentaire et qui est la sécurité hydrique, aussi bien au Maroc, dans notre continent, l'Afrique, dans le bassin méditerranéen et dans le monde. En effet, j'ai eu le grand privilège d'être l'invité d'honneur d'une conférence de dimension internationale. Je ne le considère pas comme un hommage personnel, mais plutôt comme un hommage fait à mon cher pays, le Royaume du Maroc, et aux compétences marocaines et africaines en général. Et le premier en fait, geste, je crois au message immatériel, à ceux qui passent quand il n'y a pas en fait, de caméra. Et le premier geste que j'ai tenu à faire, c'était de laisser en fait, la place d'honneur qu'ils m'ont fait dans la première, avec un fauteuil, dans le premier rang, à une jeune qui vient d'avoir en fait, son doctorat. C'était un message d'investissement en fait, dans les jeunes, et de m'asseoir à la troisième rangée, à côté de la directrice du théâtre, qui est aussi une grande dame de la culture italienne, la signora Daniela. Mon premier message officiel, le deuxième donc, était à la femme. D'accord ? La femme qui souffre énormément des crises, des guerres. C'était aussi le thème de ma conférence, parce que c'était la sécurité alimentaire et hydrique en temps de crise et de guerre. La femme aussi qui contribue chaque jour en fait, à la sécurité alimentaire de sa famille, de sa communauté et hydrique en cherchant de l'eau et en contribuant à l'agriculture, à l'élevage et ainsi de suite. Et souvent sans contrepartie matérielle parce qu'elle considère que c'est son devoir. Un hommage aussi qui s'inspire grandement et surtout en fait, du discours de notre souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, discours du trône de cette année qui vise à valoriser, qui vise à donner à la femme son rôle dans la société, et qui dit valoriser dit aussi responsabiliser. Un troisième hommage, et le dernier, qui était en fait une ouverture et pour moi un message de fidélité, mais aussi un message de force. C'était un hommage rendu à un grand monsieur qui nous a quittés, qui était le consul général d'Italie à Casablanca, c'est comme cela qu'on l'a connu, et qui par la suite a été nommé ambassadeur, un jeune ambassadeur dans un pays que nous connaissons tous, la RDC, un très beau pays, et qui, hélas, a été assassiné en apportant de l'aide alimentaire et de l'aide médicale à l'est du pays. D'ailleurs, j'ai demandé à la salle de se lever pour donner un message très fort et rendre hommage à Luca, rendre hommage à sa famille, mais aussi à toutes les victimes du terrorisme et du séparatisme. Parce que qui dit séparatisme dit terrorisme, aussi bien en Afrique et dans le monde. C'est un message de force et de respect de la souveraineté de tous les peuples d'Afrique et de toutes les nations d'Afrique et du monde. Oui, alors vous avez dans votre conférence beaucoup parlé de la sécurité alimentaire et hydrique en Afrique de façon générale. Comment l'Afrique peut être résiliente dans ces temps difficiles et dépasser ces crises, dépasser ces tensions parce qu'il y a des pays qui sortent à peine de la tension. Il y a comme vous l'avez dit tout à l'heure quand on préparait l'émission, des jeunes qui n'ont connu que ça, qui ont porté les armes enfants, et puis qui n'ont ni formation ni rien. Comment on peut insérer et puis être résilient
Absolument. Vous connaissez ma philosophie, Madame Drori. Je ne suis pas là pour peindre des tableaux, pour être dans des statistiques ou dans le descriptif. Je suis un homme de terrain. Je suis quelqu'un qui a pratiqué une quarantaine de pays africains et qui aime apporter des solutions et qui aime, après avoir travaillé sur les solutions, les banaliser. L'objectif, c'est pas qu'on dise que ce sont mes solutions, celles de mon équipe, mais que les gens s'en approprient, s'en inspirent. Et dans cet état d'esprit, je partage avec vous et à votre noble public 4 ou 5 en fait solutions qui, j'espère, apporteront leurs fruits sur le terrain, qui sont vraiment très créatifs. Alors déjà, quand on parle de RDC, on parle de la région en fait des Grands Lacs, une région qui a connu une très belle région en fait d'un point de vue nature, d'un point de vue ressources, d'un point de vue diversité de peuples. Mais hélas, en fait, post-indépendance, post-colonisation, il a connu en fait beaucoup de problèmes d'instabilité. On en parlait tout à l'heure de séparatisme, qui était financé très souvent par une ingérence étrangère, aussi bien régionale qu'internationale, pour justement profiter des ressources. Or, ce qui s'est passé après 2020, après le Covid, c'est qu'il y avait très peu de demandes pour tout ce qui est minerai à l'international, donc même le financement international indirectement qui touchait ces rebelles, en fait, a diminué de manière drastique. Donc beaucoup de ces rebelles ont voulu déposer les armes parce que la solution, elle était là. Soit ils vivaient dans des cavernes, c'est le cas en fait à côté des rivières ou dans les forêts, et ils n'avaient plus de financement ni pour l'armement, ni pour manger, ni quoi que ce soit. Soit ils déposaient les armes et ils rentraient dans la légalité. Donc les gouvernements n'étaient pas préparés à cela. Donc plus en fait de rebelles le faisaient, et ça s'est fait par centaines et par milliers, notamment en 2020 et en début de 2021, mais les gouvernements n'étaient pas préparés. Ça posait le problème de leur réinsertion. Absolument, c'était le problème de la réinsertion. Et l'agriculture ici joue un rôle très important de réinsertion professionnelle, mais avec une manière créative et non réverbative, dans le sens où on aurait pu et on peut toujours consacrer en fait un ensemble de terres qui sont très fertiles, notamment dans cette région-là, qui sont aujourd'hui non exploitées pour une question d'instabilité. Je rappelle que pendant les guerres de religion en Europe, les gens mouraient beaucoup plus en fait de famine qu'ils ne mouraient en fait de par les armes, parce qu'investir en agriculture, ça demande de la confiance, ça demande de l'investissement sur le long terme, vous le savez très bien, beaucoup de stabilité. Donc consacrer 1 million d'hectares, juste pour donner un chiffre, d'accord, qui était de terres fertiles, facilement irrigables, etc., avec une logique d'insertion, non pas d'une seule ethnie ou d'un seul groupe de rebelles, mais d'un ensemble. Donc comme ça, vous créez une sorte de melting pot, où les gens ne disent pas j'appartiens à cette ethnie ou à cette tribu ou à cette idéologie, ils disent j'appartiens à un pays, ils réapprennent la valeur travail. C'est fédérateur. Absolument, se réveillent à 6 h du matin, dorment en fait à 20 h du soir parce qu'ils sont exténués, apprennent un métier qui est celui de la terre, se sentent responsables d'un terrain qu'on peut même leur allouer au bout de 2-3 ans s'ils atteignent les objectifs. Donc vous êtes en fait sur du long terme, mais avec une logique économique réelle, c'est-à-dire de sécurisation en fait des besoins alimentaires pour le pays, pour la région aussi. Donc les gens ne sont plus ennemis transfrontières, ils commencent à travailler ensemble, mais aussi avec une logique d'export. Et pourquoi je parle de cette logique d'export ? La logique d'export, elle nous permet de garantir en fait pour les pays de nouvelles revenus en fait qui sont en devise, au-delà des revenus miniers ou énergétiques qui sont très importants. La logique d'export aussi permet à des multinationales de redorer leur blason et d'honorer aussi leurs engagements sociétaux, la RSE, en disant que j'achète aussi de pays qui sont défavorisés ou qui sont pauvres, qui sont en cours en fait de développement et de prospérité. Ça permet aux multinationales mondiales d'agroalimentaire, de fast-food, des genres de compagnies sont nommées de brand, d'acheter des produits tels que les oignons, ça peut être les tomates, ça peut être en fait d'autres pays à partir de pays africains. Donc c'est bon pour les multinationales. Ça contribue aussi à une sécurité alimentaire mondiale dans un monde aujourd'hui qui a besoin de diversification de ses productions et de ses centres de production. On a vécu en fait ça avec la crise en Ukraine et ainsi de suite. Et donc avoir plusieurs pôles de production sont là. La disponibilité du terrain sont là. La disponibilité aussi de la main-d'œuvre, elle est là. Et elle permet une réinsertion professionnelle à travers l'agriculture. Destiné à l'export, mais destiné aux besoins locaux. 2 ou 3 autres exemples rapidement pour honorer en fait aussi nos limites en termes de temps. J'ai donné l'exemple du bassin en fait de la Guinée quelque part, d'accord. Donc le bassin de la Guinée, si vous tapez sur Internet, et c'est très intéressant d'ailleurs de faire cet exercice, automatiquement vous trouverez que c'est lié à la notion de piraterie. Et pourtant, oui, il y a de la piraterie sur place, mais c'est la 3e région. Après le sud-est asiatique, après la région des Caraïbes, et parfois même la 4e après celle en fait de la Corne d'Afrique, d'accord. Mais vous trouverez en fait c'est ce qui vient en premier. Donc déjà il y a cette perception. Elle date déjà des années 60 et 70, et même avant cela d'une certaine période du XVIIIe siècle. Mais je ne vais pas revenir aussi long dans l'histoire. Mais des années 70 pour une raison très simple, puisqu'il y a eu de la découverte de pétrole et de gaz en fait dans la région. Certaines personnes avaient accès, certains pays, certaines multinationales avaient accès à ce pétrole, et d'autres n'avaient pas. Donc automatiquement ceux qui avaient voulaient stabiliser, d'autres voulaient déstabiliser. Maintenant, au lieu en fait de pleurnicher en fait sur un constat, il faut rapporter des solutions. C'est très simple. Si vous n'avez pas
de pêcheurs et de gens de la mer qui connaissent la mer, qui connaissent en fait ses mouvements, qui connaissent aussi ses profondeurs, qui ont la capacité de bâtir en fait des barques de fortune et de les maintenir, vous n'avez pas de pirates. Aussi simple que cela. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quelque part enlever le marécage à la base, éviter en fait tout ce risque de recrutement auprès de la population en créant de l'emploi lié en fait au métier de la mer. Et c'est ce que j'avais proposé quelque part. Là, je vous donne les titres. En fait, les détails, on les avait développés aussi bien dans la conférence. Et petite parenthèse, j'étais très touché devant en fait le public qui a lu tous mes rapports, aussi bien ceux qui étaient en espagnol, en anglais, en français, en d'autres langues, même ceux qui ont été traduits en japonais, ils les ont traduits, ils les ont lus. J'étais vraiment très très touché de voir ça. Oui, très réceptif. Absolument. Donc automatiquement, ce que j'avais proposé, c'est un ensemble en fait de développement de fermes de poissons qui sont intelligentes, d'accord, des fermes qui permettent à 2-3 villages, parce que c'est des petits villages en fait, de se concentrer, d'avoir en fait de l'emploi pour les jeunes et pour les moins jeunes. Donc c'est de la continuité qui dit ferme de poissons, dit du travail en fait sur toute l'année. Des centres de consolidation et de traitement de ce poisson d'un point de vue logistique pour le stocker, pour contrôler la qualité. Des centres d'industrialisation et de transformation, encore une fois destinés à l'export avec des multinationales. Et en faisant cela, on n'est pas contre l'ordre mondial. Au contraire, on améliore positivement l'ordre mondial. La multinationale y trouve son compte, le fonds d'investissement y trouve son compte, mais aussi le petit pêcheur en fait y trouve son compte. Cela nous mène à parler du rôle du Maroc, parce que le Maroc, en termes de transfert et de partage d'expérience avec l'Afrique depuis 20 ans, il est dans ce chantier. Et vous n'avez pas manqué de mettre l'accent dans votre intervention sur justement la stratégie du Maroc en Afrique et dans le monde comme pilier de souveraineté, de paix et de sécurité. Parlez-nous, je vous prie, M. Laridi, de cette politique du royaume au niveau du continent, qui est une politique très, 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 très forte depuis une vingtaine d'années. C'est l'un des plus importants investisseurs, pas seulement investisseurs, mais aussi la formation, le partage d'expériences en matière de pisciculture, d'agriculture. Alors, sous le haut leadership visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc est reconnu aujourd'hui parce que beaucoup a été fait, d'accord, comme étant le pilier de paix, le pilier de sécurité, le pilier de lutte contre l'extrémisme en général dans le continent africain, dans le monde, comme étant aussi un pays de souverain, et avec une souveraineté multidimensionnelle qui comprend aussi le volet énergétique, le volet hydrique, médical et alimentaire, et qui contribue aussi en tant que locomotive de prospérité et de développement, non seulement en fait pour l'Afrique, mais aussi dans sa région méditerranéenne et surtout dans sa région aussi atlantique. C'est très important à noter. Donc de manière concrète, la contribution du Maroc, elle est là, avec déjà les phosphates, d'accord, avec les engrais. Et j'avais parlé d'un exemple phare dans ma conférence qui est celui de l'investissement dans l'Afrique de l'Est, notamment dans l'Éthiopie, de plus de 4 milliards de dollars dans une usine, un complexe complet qui comprend aussi bien la transformation du gaz en ammonium, le soufre et le mélange en fait avec l'acide phosphorique pour avoir le phosphate de base, et aussi avec le potassium et les nitrates pour avoir un mélange de NPK, avec en fait le mapping des terrains africains pour connaître en fait la réalité chimique du terrain et donner du conseil qui est concret aux agriculteurs pour avoir un meilleur en fait rendement, mais aussi avec un transfert de savoir, d'expertise pour un meilleur, avec un laboratoire qui est à ciel ouvert pour l'amélioration de la production agricole, mais aussi pour l'accès au marché. C'est une contribution qui est complète. J'ai parlé également aussi de l'expertise marocaine, et là c'est des réalités encore concrètes en fait dans le terrain en matière de financement des projets agricoles de manière en fait sereine. Je rappelle que dans les années 70, tous les pays africains en fait avec un surdimensionnement des exports, c'est-à-dire ceux qui avaient un excédent d'export énergétique et minier ont réinvesti dans tout ce qui est fonds agricoles. Très peu de ces fonds, très peu de ces banques africaines existent, alors qu'au Maroc, en fait, on a peut-être la seule banque en fait africaine dédiée à l'agriculture, qui est le Crédit Agricole, qui vient de fêter en fait ses 100 ans d'ailleurs, et qui a une expertise qui est réelle sur le terrain, donc et une expertise qu'il partage de manière intelligente avec les pays africains. Et demain, on peut même penser à un fonds de fonds agricoles, c'est-à-dire à un fonds qui est un réceptacle des investissements étrangers destinés à l'agriculture, parce que c'est une expertise, un savoir-faire particulier, et destiné au marché africain, aussi bien les grandes productions que la petite, et dans cette logique-là de sécurité alimentaire et d'export. Troisième volet, on a beaucoup d'entreprises marocaines aujourd'hui qui sont présentes en Afrique, aussi bien pour la gestion des silos de blé que pour les minoteries, la transformation et donc l'industrie, que pour tout ce qui est pâtes, couscous et compagnie, mais aussi pour tout ce qui est transformation des produits avicoles et ainsi de suite. Donc on a une expertise d'internationalisation. Quatrième volet, c'est un volet logistique. Grâce à Tangemed, on est un hub vers l'Afrique, d'accord, mais aussi un hub d'Afrique dans le monde, un rôle qui sera plus que renforcé, il sera drastiquement en fait catalysé et boosté avec le nouveau port de Dakhla Atlantique, qui est destiné à offrir en fait un portail de l'Afrique vers le monde. Il nous reste 3-4 axes très importants. On va parler du dernier discours du souverain à l'ouverture de la session parlementaire d'automne, où il a été question de deux principaux sujets et dossiers, celui du stress hydrique et l'investissement. Alors le stress hydrique, on est concerné. Le souverain a encore une fois décliné une feuille de route. Et maintenant, c'est un phénomène mondial. Il y a des chamboulements climatiques.
Comment le Maroc, justement, peut-il lutter contre ce stress hydrique et comment peut-il se réinventer son agriculture, son économie? Il y a bien sûr des solutions qui ont été proposées par le souverain, mais comment s'en sortir face à cette crise? Maintenant, le stress hydrique est structurel, on commence maintenant à le reconnaître enfin. Et que ce n'est plus conjoncturel, on ne va plus scruter le ciel à chaque année. Absolument, faire avec. Absolument. Il faut faire avec, c'est un paramètre stratégique, il faut le transformer essayer de limiter son impact négatif et le transformer en opportunité. Et je pense que le Maroc a cette belle expertise. En effet, Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans ses hautes instructions, aussi bien à la classe politique marocaine qu'à toutes les élites marocaines, dans le discours d'ouverture du Parlement, cette session d'octobre, a parlé de deux volets stratégiques. Vous en parliez, c'est l'investissement et le stress hydrique. Alors, dans ma conférence, j'ai parlé de ce volet-là d'un point de vue hydrique, mais aussi d'un point de vue impact par rapport au continent africain. Le souverain est revenu sur les réalisations, justement, ces 20 dernières années. Plus de 50 ouvrages de barrages, qui ont été construits, une vingtaine, d'ouvrages qui sont en plein développement, etc. Mais surtout, une politique de l'eau, une stratégie de l'eau que très peu de peuples, ou de pays dans la région ont quelque part. Donc, déjà, qui dit stratégie, dit best practice share et des partages par la suite, dit un savoir-faire en matière de barrages. Je rappelle, que les sociétés marocaines d'ingénierie, Novec et CID, contribuent déjà, à ce transforme de GESA aussi, ce transfert de savoir par rapport au continent africain, aussi bien dans le volet conception, ingénierie que construction. Les entreprises marocaines aussi, telles que GDM et compagnie, ils n'ont pas besoin de publicité, donc on peut les nommer, contribuent déjà à cela dans le continent africain. Donc c'est une expertise qui est reconnue. Maintenant, qui dit stress hydrique, qui est de grands volets, qui sont à gérer ensemble, ce n'est plus des extrêmes. Il y a un manque hydrique qui est à honorer, qui est la différence entre les besoins et la pluviométrie pour ne pas détruire les réserves stratégiques dans le sol et qui ne peut être comblé qu'à travers deux manières. Et puis il y a de la niche. Donc déjà dans la masse, il y a ce besoin de développer en plus des barrages, des centres de dessalement, des dessalements d'eau. On est en plein par rapport à ça, mais avec une logique marocaine. Le centre de dessalement, et là je suis rapide, mais je suis très concis aussi et précis, consomme beaucoup d'énergie. Donc il faut les lier automatiquement à tout ce qui est énergie renouvelable, mais avec l'innovation. Donc ce n'est pas de l'import de savoir, c'est du paramétrage de savoir par rapport aux besoins du Maroc. Deuxième des choses, un centre de dessalement, pour faire simple, c'est de l'eau de mer, qu'on récupère soit par un phénomène de pompage, si on a un excès d'énergie, soit par un phénomène de courbe, qui est physique. Et là, automatiquement, il faut penser à la courbe. On n'a pas beaucoup d'énergie, fossile. Donc, par la suite, c'est une logique de traitement chimique. J'en parlais avec la présidence d'un grand groupe énergétique, Dow Chemicals, il y a quelques semaines. Le traitement chimique, de l'eau ne peut se faire qu'avec de la chlorine, Donc, il faut penser à une chlorine qui est biodégradable par la suite ou qui est répréhensible, parce que sinon, l'impact sur l'environnement, il est important. Et là, encore une fois, le Maroc peut se transformer en un centre d'industrie chimique avec un besoin qui est pionnier par rapport au continent pour le monde. Troisième des choses, c'est un phénomène de membrane, soit dans un seul sens ou dans deux sens pour la déminéralisation, en d'autres termes pour enlever le sel, Et puis, on a un grand bassin où automatiquement on contrôle la qualité, on rajoute des minéraux pour que ce soit à l'utilisation humaine. Et c'est là où je viens à mon deuxième point. On ne peut plus se permettre de production de masse, d'une eau qui est destinée uniquement aux humains et qu'on utilise pour tout, pour la douche, pour la réparation, pour le lavage, pour l'industrie parfois, et même parfois pour l'agriculture urbaine ou périurbaine. On ne peut plus se permettre. Donc on doit penser, et c'est impératif, à deux types d'utilisation et de production d'eau. Une production, je dirais, d'élite qui est destinée aux besoins humains, c'est-à-dire pour cuisiner, pour boire, tout simplement. Une autre pour un usage domestique et immobilier, que vous connaissez. Mais cette eau-là doit être dédié à un système de recyclage par immeuble, par quartier et par centre urbain et périurbain. C'est très important. C'est un recyclage par pôle. Il y a des petits exemples tout bêtes qu'on voit maintenant dans des pays comme le Japon ou ailleurs, où l'eau que vous utilisez pour se laver les mains dans un lavabo est tout de suite par un seul système recyclé pour les chasses d'eau. J'étais à Las Vegas il y a cela quelques années pour donner une conférence mondiale sur tout ce qui est mine. Et ils vous le disent clairement. Cette eau ne peut pas être bue. Et c'est partout, parce que vous savez que c'est un recyclage aussi bien au niveau de l'hôtel qu'ailleurs, etc. Donc, un recyclage au niveau des blocs, aussi bien urbain, périurbain, etc. Mais pas aussi un recyclage au niveau des usines, donc pour minimiser justement les pertes d'eau, et une eau qui est destinée à l'agriculture, qui est destinée à l'arrosage, et une eau qui est destinée à l'élevage. Donc, et deuxième chose qui est très importante, en plus ce phénomène d'innovation, c'est ce que j'appelle la production d'eau de niche.
Et là, je fais juste un petit clin d'œil culturel. Il y a un film qui s'appelait Les Dunes, qui s'inspire lui-même en fait d'un livre de science-fiction. Vous savez, l'industrie militaire et l'industrie et de la science-fiction, des films de science-fiction, etc., inspirent très souvent en fait technologiquement. Donc dans ce film, il y a une scène assez puissante en fait. Elle parle d'elle-même où les gens du désert, ils portent une combinaison qui permet de recycler leur propre peau. Oui, c'est Dune. Vous avez absolument, Dune, absolument. Oui. Et ce recyclage, en fait, il est issu de réalités scientifiques parce qu'une bonne partie des perditions vient de respiration. Et bizarrement, ou c'est pas bizarre en fait, il y a 3 pays aujourd'hui dans le monde qui travaillent sur un système, ce qu'on appelle les projets de soldats augmentés, sur des combinaisons justement dans le désert qui permettent le recyclage de l'eau. Oui. Alors c'est pas demain qu'on va voir les gens et j'espère qu'on n'aura pas besoin de voir cela. Mais par contre, ça va contribuer à 2 choses, au phénomène de condensation et au phénomène de recyclage individuel. Donc aujourd'hui, il y a la condensation qui doit se faire au niveau des villages, des petits en fait groupements humains de 50, 200 personnes. Donc la condensation aussi bien en altitude, on a déjà l'expertise notamment dans la région d'Agadir avec de grands nests en fait qui permettent d'accueillir de l'humidité et de la transformer, mais aussi à petit niveau. Et la deuxième chose, c'est le recyclage de l'eau pour les gens qui se trouvent en fait dans les régions très arides. Et c'est une expertise. Si on la développe ici au Maroc, aussi bien le recyclage, les centres de dessalement, mais aussi en fait tout ce qui est recyclage individuel et condensation, on pourra la partager avec d'autres pays dans le monde. Je sais que le sujet est très important et d'urgence et d'actualité, mais on va peut-être quand même parler un petit peu de la sécurité alimentaire, parce que c'était la journée de sécurité alimentaire, et les chiffres sont alarmants, les chiffres de l'ONU et de la FAO. Aujourd'hui, ils disent que près de 100 000 personnes en Afghanistan, en Éthiopie, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen sont menacées par la faim. Des milliers de personnes qui viennent s'ajouter à 828 millions de personnes qui souffrent déjà de la faim, d'après toujours le rapport de la FAO, publié l'année dernière. Et 3 milliards de personnes souffrent de malnutrition. Est-ce que c'est normal au XXIe siècle, XXIe siècle d'en être là? Et le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, était plutôt alarmiste et pessimiste, voilà, parce qu'il a dit, je le cite, que ma plus vive inquiétude concerne ce qui se prépare, à savoir une crise des disponibilités alimentaires car l'onde de choc des conflits et du changement climatique risque de de la production vivrière mondiale dans les mois à venir. Est-ce que vous partagez cette vision pessimiste de l'avenir? Écoutez, si on reste sur le même modèle, oui, certainement. Mais par contre, il est temps de changer si ce n'était pas déjà hier ou il y a quelques années. Le modèle, en fait, le problème du modèle mondial aujourd'hui, c'est qu'il est basé sur l'abondance. Il est basé sur un paradigme de la Deuxième Guerre mondiale, un paradigme en fait de l'Ouest, si on peut l'appeler ainsi, et qui ne s'applique pas en fait au monde entier. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui est alarmant encore plus, c'est les pertes. C'est-à-dire, si on économise juste les pertes, on résout le problème en fait de la malnutrition et de la famine. C'est l'excédent. Oui, les pertes et les inégalités. Absolument, tout à fait. Donc, il y a des solutions en fait qui sont pragmatiques. Alors, du moment qu'on parle d'actualité, aujourd'hui, le fantôme ou le spectre de la guerre en Europe pousse beaucoup de pays européens à augmenter leur stock alimentaire. De manière pratique, un stock alimentaire est l'opposé en fait de la distribution alimentaire classique. Une distribution alimentaire classique, elle est dans le luxe, c'est-à-dire j'ai besoin d'être dans toutes les villes et dans tous les villages. Mais un stock de sécurité alimentaire, c'est le contraire. Il est centralisé. Alors, et il est constitué de 2 éléments. Il est constitué d'un élément de stock cyclique et d'un élément de stock de sécurité, qui est très important, à l'opposé encore une fois de la distribution classique. La distribution classique, c'est 10, 15, 20%. Là, on parle de 50%, sinon plus. Le stock cyclique, il correspond à un cycle, c'est-à-dire il couvre une période. Si on considère qu'il faut avoir un stock pour une année, ça va être ce qu'il faut en termes de valeur, en termes de volume pour une année. Si on considère que c'est 3 mois, ça va être pour 3 mois quelque part. Stock de sécurité, lui, c'est la partie en fait imprévisible quelque part. Donc en centralisant, en réalité, on fait 2 choses. On centralise une demande. Alors pourquoi ne pas faire de cette demande un catalyseur du développement en Afrique? Dans l'Europe, elle a besoin, dans le monde, il a besoin. L'Afrique est le plus grand réservoir de terre qui est arable, de terre en fait disponible pour l'agriculture quelque part, mais elle a besoin d'une demande pour la catalyser. Ce n'est pas de l'aide financière, c'est la demande dont on a besoin pour avoir en fait une locomotive qui est structurée. Et aujourd'hui l'Europe, si par exemple en fait ils avaient par pays 1 million de tonnes, juste pour donner un chiffre, c'est beaucoup plus que cela. Ce million de tonnes, si vous voulez avoir un stock en fait de sécurité, vous êtes obligé de le multiplier par 5. Il n'y a plus de fournisseurs dans le monde. Déjà qu'on est en période de rupture. Alors le seul choix qu'ils ont, c'est de diversifier leurs fournisseurs et d'investir en Afrique pour que dans l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, ils puissent avoir en fait cette diversité. Donc utilisons en fait cette notion d'augmentation des stocks de sécurité en Europe comme une demande qui est centralisée pour augmenter. Deuxième des choses, un stock en fait de sécurité, je parlais tout à l'heure, ça a un avantage parce que si vous aviez en fait 5 stocks de 1 million en fait par date, si le stock de sécurité n'est pas équivalent à 5 millions, c'est-à-dire la sommation des 5. C'est la loi des racines carrées, c'est la racine carrée de 1, le nouveau nombre de stocks, sur 5 divisé par 5 millions. Ça vous donne à peu près, si ma
si je suis bon en calcul, quelque chose comme 2,4. C'est-à-dire j'ai économisé plus que la moitié. Oui. Donc je suis en train d'éviter en fait les pertes. Faisons aussi une troisième en fait équation, c'est celle de contrat avec en fait le World Food Programme que vous citiez si bien, et d'autres organismes en fait onusiens, pour que à la fin en fait de la période ou à un an en fait de la période de péremption de ces produits-là, qu'ils soient transformés automatiquement en aide internationale. Donc au lieu que ce soit sur toutes les 4 ans en fait qu'il y ait un phénomène de renouvellement de stock, ce soit sur les 3 ans et une année qui partent en fait vers l'aide internationale. Et je rappelle, et vous avez tout à fait raison, on court vers 9 milliards en fait de population sur Terre. On a besoin de penser différemment. Encore une fois, pour la crise de protéines, ça ne peut être en fait que les fermes de poissons qui résolvent cela pour éviter tout ce qui est synthétique, même si on va y venir d'une manière ou d'une autre. C'est l'agriculture urbaine, c'est l'agriculture aussi verticale, et c'est surtout éviter les pertes. Et penser au plus important qui est l'humain. Merci beaucoup Amine Laridi pour cet éclairage et pour votre feedback de votre mission à Rome. Je rappelle que vous êtes expert international en diplomatie économique et souveraineté. Merci beaucoup, cher monsieur. Un honneur. Merci beaucoup, madame. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Midi TV et très belle soirée.